Donc, concernant Adéquancy, on est société spécialisée dans le management de transition avec une approche, je dirais, de cabinet et une équipe interne dédiée donc à l'accompagnement des clients et la recherche de managers de transition. Et la particularité du modèle Adéquancy, c'est que nous avons développé une plateforme, un réseau de plateformes digitales qui fédère aujourd'hui 7200 managers de transition inscrits sur 10 communautés qui, elles, sont spécialisées par fonction autour de la direction générale, de la finance, des ressources humaines, des achats, de la logistique, de la direction de projet, des fonctions industrielles, juridiques, fiscales, commerce, marketing et également DSI. Et je suis donc Anthony Baron, un des fondateurs d'Adéquancy. Et nous recevons donc ce matin Paul-Marie Chavannes, qui va nous parler de la thématique Repenser l'entreprise de demain dans son organisation et sa raison d'être, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Expérience, donc, que nous avons lancé récemment, qui regroupe donc un espace dédié aux managers de transition, qui est un espace d'expression autour de retour d'expérience et un espace web donc, dédié à cette partie-là. Le deuxième dispositif dans Expérience, ce sont la radio podcast qui s'appelle les Afters de la transformation, qui démarrera donc au mois de mai, et des conférences en ligne avec des intervenants clés du monde économique. Et aujourd'hui, donc c'est Paul-Marie Chavannes que nous recevons. Paul-Marie, un grand merci pour votre disponibilité parmi nous. On est vraiment ravis de vous avoir pour parler de cette thématique qui fait beaucoup de sens aujourd'hui dans cette période actuelle. Repenser donc l'entreprise de demain dans son organisation et sa raison d'être. Donc Paul-Marie, je vais présenter votre parcours en quelques minutes. Donc vous êtes de formation ingénieur central Paris, ancien élève de l'École nationale d'administration, inspecteur des finances. Vous débutez votre carrière au ministère de l'économie et des finances pendant 11 ans. En 92, vous rejoignez le groupe PSA, où vous exercez la fonction de directeur général adjoint de Citroën, avec notamment la responsabilité autour de la production industrielle, de l'organisation, la qualité et les RH. En 97, vous prenez ensuite la direction générale du groupe Strator Facom, puis la présidence l'année suivante. Et en 99, vous êtes nommé président du conseil d'administration d'Autodistribution. De la distribution automobile à la distribution de colis, il n'y a qu'un pas. Et vous rejoignez donc le groupe La Poste en 2001 en tant que directeur général délégué du groupe, membre du comité exécutif et président de Géopost. Géopost, c'est l'activité qui regroupe donc les activités colis du groupe La Poste qui a été créée en 99 et donc vous le rejoignez en 2001 en tant que directeur général et président du groupe. En 2001, quand vous les rejoignez, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. En 2020, quand vous les quittez, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit un tiers du chiffre d'affaires total du groupe La Poste et 54 000 personnes. C'est 1,9 milliard de colis distribués dans le monde, notamment en 2020, et une présence dans 48 pays. Et les faits marquants, notamment de votre parcours et de vos responsabilités au sein de Géopost, c'est 100 opérations de croissance externe, une transformation d'une culture transport B2B vers un virage dans le B2C dès 2004, avec succès notamment, le développement d'une culture de service en interne et une stratégie au service de la croissance apportée par une vision et des ambitions de croissance fortement exprimées, la culture de l'entrepreneuriat dans les entités du groupe. En octobre 2020, vous quittez le groupe La Poste et cette même année, vous êtes nommé, Paul-Marie Chavannes, président du conseil d'administration du groupe Egis. Egis, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020, dont 62% à l'international, à 16 000 personnes dans le monde. Et Egis est une entreprise d'ingénierie française présente dans les secteurs de l'aménagement, des infrastructures de transport, d'eau et du secteur de l'environnement. Egis travaille également dans l'exploitation routière et aéroportuaire. Et donc, ce matin, repenser l'entreprise de demain dans son organisation et sa raison d'être. Je vais vous laisser la parole. Et pour vous, participants, donc encore une fois, un grand merci pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Vous avez la possibilité de poser des questions à Paul-Marie Chavannes qui répondra en fin d'intervention dans l'espace Q&R qui est à votre disposition. Paul-Marie, peut-être pour démarrer par une première question, qu'est-ce que la raison d'être ? Alors, qu'est-ce que la raison d'être ? D'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin. Après le stress
du début de connexion de la réunion, le calme revient et donc je vais essayer de répondre autant que faire se peut à la question redoutable que m'a posée Anthony pour cette conférence sur la raison d'être. Alors, je vous propose de parcourir un peu cette question en se posant 4 questions très simples. D'où cela vient-il, ce concept? Est-ce que c'est une mode? Deuxième question, ou est-ce que c'est sérieux? La troisième question, c'est en quoi consiste la raison d'être? Et la dernière question, c'est comment la mettre en œuvre dans l'entreprise. Alors, première question, d'où est-ce que ça vient la raison d'être? Ça nous vient un peu des USA, mais ça vient surtout de l'ère du temps. L'ère du temps est à la recherche de sens, vous le savez tous. C'est quelque chose de difficile à saisir, mais c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air et qui inspire de plus en plus les gens, les politiques, mais pas simplement les politiques, les entreprises également. Alors, l'origine de cela, c'est probablement la fin un peu du modèle de matérialiste, de consommation, de production, poussé un peu à outrance, qui a démarré au XXe siècle et qui achève, il ne va pas s'achever aujourd'hui, mais qui achève sans doute un chapitre de son histoire que je qualifierais par l'épopée progressiste, c'est-à-dire que philosophiquement, depuis la révolution industrielle, on est rentré dans le monde occidental, plus ou moins consciemment, mais dans l'idée qui s'est répandue et qui a occupé tous les esprits, que tout progrès constituait un bien absolu et que le progrès économique en particulier était bon par lui-même et qu'il n'y avait pas d'autre question à se poser que de développer l'économie, de développer la production, de développer les richesses, etc. Et au fond, aujourd'hui, un certain nombre de choses liées à des constats qui sont faits sur l'avenir de la planète, sur la durabilité de ce développement, sur un certain nombre d'effets négatifs, sur les conséquences sur les générations futures, font que se repose non pas une nouvelle question, mais une question qui est vieille comme l'humanité, en tout cas, qui était déjà une question centrale au moment de l'Antiquité et des philosophes grecs, qui est la question morale, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ou est-ce que ça n'est pas bien de faire ce qu'on fait? Et donc, pendant, on pourrait dire, 150 ans, qui est celle de l'épopée de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, on a oublié cette question en se réfugiant dans cette idée progressiste que le progrès était un bien en soi et qu'il n'y avait pas d'autre question à se poser. Et on revient à une question qui est éternelle, qui est de se dire quels sont les critères qui sont ceux du bien ou du mal dans ce que l'on fait. Donc c'est ça l'origine de la question. Et aujourd'hui, on est confronté à une question morale. Alors, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est sérieux? Ben, je pense que c'est très sérieux, tout simplement, parce que la question morale, elle est permanente depuis des siècles. Elle a traversé des siècles. Elle se pose aujourd'hui en termes nouveaux. Et donc, il n'y a pas de raison que tout ceci s'évapore demain matin. La question est là. Il faut y répondre. La deuxième chose que je voudrais dire sur le côté sérieux de l'affaire, c'est qu'il est très important de prendre conscience que si les entreprises ne se saisissent pas de cette question, alors ce seront les États qui s'en saisiront tout seuls et qui auront le monopole du traitement de la question morale. Et l'exemple de la pandémie qu'on est en train de vivre doit nous faire réfléchir très très sérieusement sur le fait que l'État soit le seul décideur en la matière, car les moyens de l'État sont toujours les mêmes, c'est la réglementation, la contrainte, parce que l'État n'a pas d'autres moyens quand il veut faire évoluer la société ou qu'il veut la diriger ou qu'il veut l'orienter dans une direction ou dans une autre. Son moyen naturel, c'est la réglementation, c'est-à-dire la contrainte. Le moyen des entreprises, ce n'est pas la contrainte, puisqu'elles n'en ont pas la possibilité, c'est
le pouvoir régalien qui peut contraindre les individus, pas les entreprises. Et donc les entreprises cherchent des solutions. Elles cherchent des solutions par l'innovation, elles cherchent des solutions par des propositions techniques de produits ou de services. Et donc elles cherchent à sortir en quelque sorte de l'impasse par le haut, c'est-à-dire par l'imagination, par l'invention, ce que ne savent pas faire les États. Donc il est essentiel dans cette grande question du sens des choses, de la raison d'être, de tout ce qui touche à l'environnement, à la préservation de la planète, parce que tout ça est lié, il est essentiel que les entreprises se préoccupent de ce sujet et que chacune d'entre elles, en quelque sorte, apporte sa contribution à la résolution du problème du monde et aux réponses à apporter à la question morale. Alors, en quoi consiste la raison d'être? Je vous propose une définition toute simple de la raison d'être. La raison d'être d'une entreprise est de produire des biens ou d'offrir des services dans des conditions qui sont favorables aux intérêts vitaux et de long terme de ses parties prenantes. C'est produire des biens et des services dans des conditions qui sont favorables aux intérêts vitaux et de long terme des parties prenantes. Et fondamentalement, la raison d'être des entreprises, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, il faut considérer les parties prenantes. Vous avez, au premier rang desquels, vous avez les clients. Alors, jusqu'à présent, l'entreprise, par rapport à ses clients, sa mission principale, c'était de satisfaire ses clients et d'offrir des produits ou des services qui plaisent aux clients et que les clients achètent. Avec l'introduction de la raison d'être et de tout ce qu'il y a derrière, il y a une autre question à se poser vis-à-vis des clients, qui est d'élever leur niveau de conscience par rapport à la consommation ou à l'utilisation des produits ou des services que l'entreprise leur propose. Élever leur niveau de conscience par rapport aux grandes questions qui sont posées aujourd'hui à la planète et au monde tout entier. Ça fait partie de la mission des entreprises. Donc il ne suffit pas de fabriquer un produit, il ne suffit pas de fabriquer un produit qui plaise et de le vendre, il faut encore expliquer, éduquer le consommateur ou l'utilisateur de ce produit ou de ce service pour lui faire prendre conscience à la fois de l'intérêt qu'il y a à utiliser ce produit-là ou ce service-là parce qu'il a été conçu ou fabriqué dans des conditions particulières qui sont favorables aux intérêts vitaux de la planète, pour prendre cet exemple, et leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans l'utilisation ou la consommation de ce bien ou de ce service. Il y a ensuite, comme partie prenante, il y a les salariés. Traditionnellement, l'engagement ou l'obligation de l'entreprise par rapport à ses salariés, c'est de leur proposer une carrière, de leur proposer une évolution de carrière, donc une évolution de revenus, une acquisition de connaissances supplémentaires, de la formation. Et aujourd'hui, il faut aussi penser à l'éducation des salariés par rapport à toutes ces grandes questions qui relèvent de la raison d'être. Il y a aussi les actionnaires. Alors jusqu'à présent, la principale préoccupation vis-à-vis des actionnaires, c'était d'offrir un bon rendement, c'était d'offrir également une perspective de valorisation du patrimoine, c'est-à-dire d'augmentation de la valeur des actions de l'entreprise. Aujourd'hui, il est important que les actionnaires, et c'est le rôle aussi du management, prennent conscience qu'il y a d'autres perspectives à prendre en compte. Et il y a enfin tout l'environnement extérieur que je simplifierais en disant c'est la planète, la dernière partie prenante, c'est tout le reste. Et là, bien entendu, les questions qui se posent, c'est des questions qui sont liées au processus opératoire, au processus, c'est-à-dire à la manière dont les produits et les services sont fabriqués et opérés par l'entreprise, qui doit être favorable aux intérêts vitaux et de long terme de la planète. Donc finalement,
la raison d'être consiste à ouvrir le champ des préoccupations de l'entreprise à la préservation des intérêts vitaux et de long terme des parties prenantes et quelque part ce qu'on peut appeler la construction du bien commun. Le bien commun, c'est une notion qui date de saint Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle, donc elle n'est pas nouvelle. Mais la question qui se pose, c'est sa traduction concrète dans le monde d'aujourd'hui, auquel les entreprises sont invitées à participer, je dirais puissamment. Alors, dernière question, pour balayer rapidement cette notion de raison d'être, comment la mettre en œuvre? Je démarrerai par un petit commentaire sur ce qu'il ne faut pas faire d'abord. La raison d'être, il ne faut pas en faire un slogan. Ce n'est pas une affaire d'agence de com, ce n'est pas une affaire de direction de la communication de l'entreprise. Il ne s'agit pas de trouver une jolie phrase qui semble en quelque sorte donner des ailes à l'activité présente de l'entreprise et puis s'arrêter là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est superficiel et qui n'aboutira pas à la prise en compte profonde dans l'entreprise de sa vraie mission par rapport à sa raison d'être. Il ne faut pas en faire non plus une espèce de process supplémentaire dans l'entreprise. Vous savez, c'est très classique dans l'entreprise. La direction générale dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose sur la raison d'être. On fait appel à un consultant. Le consultant fabrique quelques concepts, une méthodologie qui va avec. Il propose de cascader la méthodologie dans l'entreprise. On fait un plan, on dit d'ici 6 mois, on aura cascadé la méthodologie dans l'ensemble de l'entreprise, et puis on ne parle plus de rien. C'est fini, on a rajouté un tableau Excel, on a rajouté de la technocratie en fait dans l'entreprise, mais on n'a rien touché sur le fond. Et on a simplement compliqué un peu plus le travail des gens au quotidien en leur demandant de remplir des tableaux auxquels ils ne comprennent rien, mais c'est tout. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. En réalité, au niveau de la mise en œuvre, en tout cas ça c'est mon opinion personnelle, il y a 4 points qui m'apparaissent essentiels. Le premier, c'est que la raison d'être, c'est un sujet central dans l'entreprise. Il touche au cœur de la stratégie. Il s'agit de repenser les produits, il s'agit de repenser les services en fonction de l'intérêt et de la prise en compte de l'intérêt vital et de long terme des parties prenantes. Il s'agit aussi, donc, dans la définition des produits et des services, et au niveau de la fabrication de ces produits et de ces services, de ce qu'on appelle dans les entreprises les opérations, il s'agit de prévoir des modalités de fabrication ou de production de ces produits et de ces services qui soient favorables à la raison d'être, qui instrumentent en quelque sorte la raison d'être et qui supposent donc une réflexion profonde sur les méthodes de production, des inflexions, des choix nouveaux, d'utilisation de telle ou telle énergie et non pas telle autre, d'utilisation de tel ou tel matériau et non pas tel autre, etc., etc. Et enfin, un point qui est absolument essentiel, sinon la raison d'être malheureusement risque d'être inopérante ou, le cas échéant, dans le pire des cas, nuisible à l'entreprise. Il s'agit de vendre la raison d'être que l'entreprise se donne. Il s'agit de l'expliquer et de la vendre aux clients. Si l'entreprise ne la vend pas, un jour ou l'autre, enfin, la raison d'être peut se retourner contre elle. Je citerai le cas un peu de Danone, en tout cas de ce que je connais et de ce que j'ai compris, ce qui s'est passé chez Danone, où l'ancien PDG Emmanuel Faber avait fait un très très gros travail au niveau de la raison d'être, fait des choix très radicaux en proposant que Danone devienne une entreprise à mission, ce qui est la forme la plus élaborée aujourd'hui juridique de la transcription dans l'entreprise de la raison d'être. Et finalement, il s'est fait débarquer brutalement, non pas parce qu'il avait choisi la raison d'être, mais tout simplement parce que
en même temps qu'il faisait tout ce travail sur la raison d'être et qu'il la proclamait de manière très, très publique et très, un peu agressive au niveau on va dire de l'opinion publique, des salariés, des actionnaires, son entreprise perd des parts de marché sur tous ses marchés principaux parce que les clients ont une préférence pour d'autres produits et qu'en particulier sur son marché principal, Danone perd des parts de marché régulièrement par rapport à des fabricants de proximité, de yaourts, de lait, etc., qui sont en train pour l'instant de remporter la mise parce que voilà, l'air du temps, c'est la proximité, c'est les produits locaux, c'est les produits du terroir, etc. Donc, quelque part, à un moment donné, il n'y avait pas de lien, de connexion entre un affichage très ambitieux sur la raison d'être et une pratique concrète de la vie de l'entreprise qui est tout à fait différente, parce qu'au fond, c'est resté probablement chez Danone un exercice intellectuel, une technostructure en quelque sorte plaquée sur la vie de l'entreprise, mais les clients n'ont rien compris de tout cela et ça n'a pas permis de booster les ventes de l'entreprise parce que ça leur est passé complètement au-dessus de la tête. Donc, quelque part, on voit bien qu'en disant que la raison d'être, c'est un sujet central dans l'entreprise, elle touche à tous les secteurs de l'activité, la stratégie, les opérations, le système des ventes, le système commercial. Et si on ne fait pas passer la raison d'être dans l'ADN complet de l'entreprise et dans tous ses compartiments, ça restera un jeu de mots et ça n'impactera strictement rien. Deuxième considération, il faut en faire un sujet totalement collaboratif. La raison d'être, ce n'est pas un travail de solitaire, ce n'est pas un travail d'une toute petite équipe au sommet, je pense que c'est aussi ce qui est arrivé chez Danone. C'est un travail qui doit embrasser tous les compartiments de l'entreprise et embrasser toutes les catégories de personnel au sein de l'entreprise, mais aussi les représentants des parties prenantes. Et donc, quelque part, pour inscrire dans les faits la raison d'être que l'entreprise se donne, il faut faire un travail de dialogue approfondi au sein de l'entreprise avec les collaborateurs, à l'extérieur de l'entreprise, avec les représentants des parties prenantes, pour connaître ce que les gens ont profondément dans la tête et dans le cœur par rapport à ces sujets-là, ce qu'ils attendent de l'entreprise, et donc trouver les réponses aux questions qu'ils se posent. La troisième caractéristique au niveau de la mise en œuvre, c'est qu'il faut en faire un sujet social dans l'entreprise. Là, je ne le développerai pas, maintenant, parce que ce sera la deuxième partie de cette conférence. On y reviendra tout à l'heure. Et le quatrième point, c'est la question de la gouvernance liée à la raison d'être. Parce que pour ceux qui se sont déjà un peu plongés dans ce sujet de la raison d'être, vous savez que la loi française a commencé à organiser les choses pour les entreprises en ce qui concerne la raison d'être, en proposant différentes catégories juridiques, dont la plus contraignante est l'entreprise à mission. Les autres le sont beaucoup moins. Et l'entreprise à mission, c'est une entreprise qui décide de se donner une raison d'être, qui décide de l'inscrire dans les statuts de la société, qui décide de la proclamer, qui décide d'établir des KPI en quelque sorte pour qu'elle affiche publiquement pour démontrer le parcours qu'elle veut tracer en quelque sorte dans ce domaine. Et c'est une entreprise qui également accepte qu'il y ait une gouvernance spéciale de la raison d'être qui soit instituée, en fait une sorte de conseil de la raison d'être, composé de personnalités extérieures à l'entreprise pour la plupart, et qui vont, en parallèle du conseil d'administration, rendre compte de manière indépendante de ce que l'entreprise fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait, ou ne le fait pas suffisamment. Et c'est très beau, mais à titre personnel, je me méfie de ça parce qu'on introduit dans l'entreprise des schémas qui sont plus politiques que des schémas purement économiques et qui risquent à un certain moment de déraper complètement.
Je pense que les entreprises ne sont pas là pour faire de la politique, elles sont là pour réussir, elles sont là pour vendre ce qu'elles ont à vendre. Bien entendu, elles sont là aussi pour faire du profit. Et surtout, mais surtout, elles sont là pour réagir, elles sont là pour revenir en arrière si les choses ne vont pas, elles sont là pour infléchir leur stratégie si c'est nécessaire. Je vais donner un exemple. Et plus vous allez loin dans le sens de l'entreprise à mission, plus il deviendra difficile de rétro-pédaler si les choses se passent mal, parce que vous instituez dans l'entreprise une gouvernance extrêmement complexe, qu'il sera très très difficile ensuite à infléchir si c'est nécessaire. Alors, juste un exemple, je vais prendre le secteur de l'automobile. Vous voyez, l'automobile, la raison d'être aujourd'hui des automobilistes, on voit bien que toutes les entreprises automobiles se posent des questions fondamentales sur leur devenir. Est-ce qu'elles doivent passer à l'électrique massivement, pas massivement? Est-ce qu'elles doivent faire des gammes complètes de véhicules hybrides immédiatement, tout de suite ou pas? Est-ce qu'elles doivent faire des véhicules 100% électriques et se spécialiser essentiellement sur du 100% électrique ou pas? Voilà, c'est ça les vraies questions. Et on voit bien que derrière, c'est toute la définition des produits automobiles qui est en cause. C'est aussi toute la définition concernant leur fabrication, le mode de fabrication qui est en cause. Et c'est des choses tout à fait considérables. Et aujourd'hui, les entreprises se cherchent, elles testent des choses, elles investissent aussi massivement, elles se posent des tas de questions, elles sont en train de créer un marché. Simplement, tout ceci demeure dans une incertitude totale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à la fin, on ne sait pas si dans 10 ans ou dans 15 ans, l'électrique restera une niche, disons, même si c'est une niche importante, il fera 15 ou 20 ou 30% du marché automobile, ou si ça en fera 80% ou 90%, personne n'en sait strictement rien. Donc, aucune entreprise ne peut aujourd'hui dire qu'elle abandonnera les moteurs thermiques, sauf si les lois et règlements sur la planète entière interdisent la production de moteurs thermiques, parce qu'on ne sait pas demain si l'électrique sera finalement la solution. D'autres choses pourront intervenir, d'autres techniques pourront surgir, et donc, quelque part, on ne peut pas figer les choses. Et dans l'entreprise, chacun sait bien que, avant toute chose, il faut s'adapter, il faut aussi innover, qu'une innovation peut en balayer une autre très très vite, et qu'on ne peut pas inscrire dans le marbre des choses qui sont par définition relatives et contingentes. Donc voilà ce que je voulais dire pour la raison d'être. Non. Merci beaucoup, Paul-Marie. Une question peut-être intermédiaire. Pourquoi la raison d'être peut devenir, selon vous, un moteur pour le développement de l'entreprise et garantir son bien commun? Écoutez, dans la ligne de ce que je viens de dire, je pense que chacun a compris que dans cette perspective, la raison d'être, ce n'est pas un petit bricolo, un gadget qu'on ajoute à toutes les aujourd'hui tous les paramètres qui font la vie de l'entreprise. C'est un véritable projet d'entreprise. Il est au cœur du projet d'entreprise avec un grand P et un grand E qui doit être aujourd'hui la mission de toute entreprise de construire son propre projet. Et donc, la raison d'être a vocation à revisiter ou à faire revisiter par la direction générale et par l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes ce qui est le cœur de la stratégie de l'entreprise, inspiré par la raison d'être. C'est quelque chose qui élargit le champ des possibles. C'est quelque chose aussi qui étend le champ des relations avec les clients, puisque au lieu simplement de vendre un produit et d'essayer de vanter les mérites de son produit, il faut aussi convaincre les clients que la manière que l'on a de fabriquer ce produit, les caractéristiques de ce produit vont dans le sens de la raison d'être et que c'est une raison supplémentaire d'acheter ces produits-là. Et donc, ça ouvre le champ là aussi à un autre dialogue avec les clients. Et puis, ça mobilise puissamment les collaborateurs, les parties prenantes de l'entreprise, et ça donne du sens à l'ensemble. Donc, si c'est bien fait, ce doit être un accélérateur du développement de l'entreprise considérable.
Excellent. Et on va passer maintenant à la deuxième je dirais, partie de cette présentation qui concerne cette fois-ci plutôt l'organisation de l'entreprise post-Covid. Hein. On a effectivement, on vit une phase assez unique dans nos vies et professionnelles, et notamment pour les entreprises chahutées donc, par ce virus. La raison d'être de l'entreprise, pour vous, est-elle remise en cause justement par la nécessité d'adapter nos organisations et nos modes de travail face à cette crise du Covid? Alors, tout à l'heure, je parlais de la dimension sociale dans la mise en œuvre de la raison d'être, et je vous ai dit, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors précisément, la réponse à la question que vous posez, Anthony, c'est précisément le volet dimension sociale du projet d'entreprise basé sur la raison d'être. La dimension sociale dans le monde d'aujourd'hui, c'est profondément quelque chose qui est lié au bien-être des salariés et des collaborateurs. C'est une question qui revêt un caractère primordial parce qu'aujourd'hui, et les jeunes générations en particulier, cherchent ce bien-être. Et la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire et comment on le traite. Donc là aussi, je vous propose de balayer cette question fondamentale en se posant 4 questions très simples. En quoi cette question est-elle liée à la pandémie? La deuxième chose, c'est quelle est la question fondamentale qui est derrière tout cela? Vous allez voir, c'est assez simple. La troisième question, c'est quelle question ce sujet pose à l'entreprise? Et la dernière, c'est quelles conséquences il faut en tirer sur le plan managérial. Alors, la première question, c'est celle de la liaison de cette question avec la pandémie. La pandémie a fait vivre une expérience unique dont il faut vraiment prendre conscience à des centaines de millions, voire à des milliards d'hommes dans le monde. En quelques semaines, les gens ont dû se mettre au télétravail de manière massive. Et ce qui est extraordinaire et unique, je pense, dans l'histoire économique, c'est que cette expérience a été faite de manière radicale et universelle sur la planète entière. Et donc, quelque part, il y a eu une accélération formidable de l'expérience liée à cette radicalité et à cette universalité. Ce qui est rarissime dans la vie générale des sociétés, parce que les sociétés sont toujours en mouvement, elles sont toujours en train d'évoluer, mais il y a une viscosité très, très forte. Et le télétravail, il ne date pas de la pandémie, il existait bien avant. Mais voilà, il se développait doucement parce qu'il y avait des résistances partout, parce que les gens n'avaient pas forcément envie d'y aller, parce que ceux qui avaient envie d'y aller étaient empêchés de le faire par les DRH des entreprises qui n'étaient pas très favorables, ou par la hiérarchie, etc., par les syndicats même, etc., etc., etc. Donc, dans la vie normale des sociétés et du corps social, les transformations sont lentes, elles sont visqueuses. Voilà, il faut du temps pour entraîner la masse à changer son comportement. Et là, par la pandémie, tout d'un coup, par la contrainte, tout le monde a dû modifier ses comportements en un temps absolument record. Et donc, quelque part, il y a eu une expérience là qui a été faite, qui est absolument unique, qui a créé une sorte de capital d'expérience qu'il faut absolument utiliser. Alors, quelle est la question fondamentale qui est derrière tout ça? Elle est extrêmement simple. C'est la question de la perméabilité totale entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, cette perméabilité, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le télétravail qui l'a créée, ce sont les nouvelles technologies, principalement, qui, compte tenu du fait qu'on est connecté en permanence sur tout, on crée ce lien, au fond, un peu permanent entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais le télétravail et l'expérience faite à l'occasion de la pandémie du télétravail a donné une intensité supplémentaire à cette question de la perméabilité de la vie professionnelle et de la vie privée, parce qu'elle a fait franchir un pas que personne n'avait franchi jusqu'à présent, ou très peu, c'est le fait que le domicile devient
significativement, voire principalement, le lieu de travail des collaborateurs et des salariés. Alors ça, c'est tout à fait nouveau et il faut comprendre, c'est ma troisième question, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Quelles questions cela pose à l'entreprise? Ça en pose principalement trois qui sont absolument fondamentales et qu'il faut bien que les entreprises, je dirais, assimilent, digèrent et ensuite qu'elles en tirent les conséquences. Première question, à partir du moment où le domicile devient un facteur important comme lieu de travail du collaborateur par rapport au statut antérieur, ça veut dire que l'entreprise intègre dans son univers, qu'elle le veuille ou non, tous les univers particuliers de ses collaborateurs. Je l'illustre, c'est un point fondamental, je l'illustre par l'exemple suivant. Vous imaginez dans l'entreprise deux personnes qui font à peu près le même métier, que ce soit deux experts financiers à la direction financière, deux collaborateurs du marketing, un chef d'équipe dans une usine avec un autre, etc. Voilà, jusqu'à présent, le lieu de travail, c'est le bureau ou bien c'est l'atelier, un point c'est tout. La vie personnelle des gens, elle est ailleurs, c'est leur affaire. À partir du moment où on est en télétravail, c'est tout à fait différent. Si vous avez d'un côté, si je prends l'exemple de mes deux personnes qui font à peu près le même métier, il y en a une qui est célibataire, l'autre qui est mariée, qui a 3 enfants, qui s'entend mal avec son conjoint, qui est en train de divorcer, qui vit dans un petit appartement. Imposer le télétravail aux deux n'a pas du tout les mêmes conséquences. Il y en a un pour lequel ce sera éventuellement sympathique, l'autre pour lequel ce sera un enfer. De la même manière, ce n'est pas la même chose si vous avez 8 enfants, un petit appartement dans une ville, et puis vous n'avez pas beaucoup d'argent, et puis à côté de vous, quelqu'un qui a le même emploi, mais qui a une famille qui a plus de moyens, qui vit très confortablement dans une très jolie maison en banlieue, avec un très joli jardin, qui a de l'espace, etc. Le télétravail n'a pas du tout les mêmes conséquences sur l'une que sur l'autre personne. Et donc, quelque part, la perméabilité créée par le télétravail entre la vie professionnelle et la vie personnelle des gens oblige l'entreprise à prendre en compte le fait que ses collaborateurs ont des situations personnelles profondément différentes et que donc on ne peut pas faire abstraction de tout ça, faire abstraction de toutes ces différences, de toutes ces caractéristiques particulières des collaborateurs et qu'il faut donc le plus possible les prendre en compte. Évidemment, ce n'est pas évident. Ça veut dire en particulier qu'on ne peut pas décider comme ça d'une norme absolue et dire aux gens, débrouillez-vous, vous verrez bien ce qui se passera. En tout cas, les risques pour l'entreprise de démotivation, de dépression nerveuse, de tout ce qu'on veut, sont absolument énormes. Deuxième sujet, c'est la question du télétravail pose un autre sujet tout à fait différent, qui est celui de la nature profonde de la communauté humaine que forme l'entreprise. Jusqu'à présent, jusqu'avant, je dirais, l'expérience massive du télétravail, l'entreprise a l'habitude de se penser comme communauté humaine à partir du lieu où elle opère. Les bureaux, l'atelier, voilà, les gens tous les jours viennent à 8 heures du matin sur le même lieu, vont le quitter à 17 heures, à 18 heures ou à 20 heures. Ils vont passer donc une grande partie de leur vie sur ce lieu de travail et ils vont sur ce lieu de travail collaborer avec les autres, créer des relations, etc. Le lieu a donc un rôle majeur. À partir du moment où ce lieu n'existe plus, où son rôle est réduit à la portion congrue, se pose donc la question, mais qu'est-ce qui fait la nature de cette communauté humaine qu'est l'entreprise? Parce que ça ne peut pas être uniquement une collection d'individus, chacun dans leur petit bureau, quelque part dans leur appartement, un peu comme des lapins dans un clapier, à qui on fournit du foin en quelque sorte, qui sont les réunions par Zoom, par Teams, par tout ce qu'on veut. Ça ne constituera pas une communauté humaine. Voilà. Et donc, quelque part, comment
on redéfinit cette communauté humaine, qu'est-ce que ça veut dire, comment on lui redonne de la substance, comment on lui redonne vie dans un univers caractérisé par l'utilisation massive du télétravail. La question est posée, et ça pose la question de si ce n'est pas le lieu qui fait profondément la richesse de la communauté humaine et qui entretient le lien entre les personnes qui forment l'entreprise, c'est la culture d'entreprise qui va prendre le relais, mais encore faut-il être conscient de la culture que l'on a, encore est-il conscient aussi encore faut-il qu'on soit conscient aussi de la culture que l'on veut promouvoir dans l'entreprise, dans cette forme nouvelle qui intègre le télétravail comme une dimension naturelle et fondamentale de la vie au travail. Et donc, la troisième question, qui est directement liée à la seconde, c'est, au fond, c'est quoi la culture de l'entreprise? Si la culture de l'entreprise devient le ciment profond, si la culture de l'entreprise devient le mode naturel, je dirais, d'enrichissement du lien au sein de l'entreprise, il s'agit de la revisiter à l'aune de ces nouvelles modalités de travail et de lui redonner de la substance, de lui redonner de l'intensité, de lui redonner une forme, sans doute, qui s'adapte à ces nouvelles modalités. Et donc, là aussi, c'est quelque chose de fondamental. Dernière question, quelles conséquences faut-il tirer de tout cela du point de vue managérial? Une seule, je dirais, très simple, être à l'écoute des besoins des collaborateurs, profondément. Il ne s'agit pas, là aussi, de prendre des décisions en solitaire au niveau de la direction générale. Il ne s'agit pas de confier à des consultants le soin de barbouiller une méthodologie et de la cascader dans l'entreprise. Il s'agit de parler, d'organiser le dialogue avec tous les collaborateurs ou le plus grand nombre d'entre eux. Il s'agit de comprendre les situations. Il s'agit de trouver des réponses appropriées, j'allais presque dire individualisées aux situations, si l'on veut véritablement traiter les problèmes sur le fond. Il s'agit donc de ne pas conclure trop vite. Il s'agit d'être à l'écoute des personnes et de trouver un chemin qui soit un chemin win-win entre l'intérêt des personnes et l'intérêt de l'entreprise. Et Paul-Marie, pour rebondir justement sur cette dernière partie autour des collaborateurs, en tant que dirigeant, pour vous, en termes de recommandations, quel message transmettre à nos équipes et nos collaborateurs? Écoutez, je vais vous en résumer en quelque sorte cette intervention. Quelques messages simples. La première, c'est la raison d'être, c'est le cœur de la stratégie des entreprises gagnantes de demain. Donc, deuxième message, le travail sur la raison d'être ne peut pas être un travail superficiel, c'est un travail qui doit être fait en profondeur. Troisième message, ce travail doit intégrer une dimension sociale dans l'entreprise, qui est celle en particulier de la prise en compte des conséquences du passage massif au télétravail. Le quatrième message, c'est que cette dimension sociale est également un élément fondamental du projet d'entreprise. Et le dernier message, c'est que tout ceci doit être fait sur un mode extraordinairement collaboratif. Je dirais que de ce point de vue-là, il y a une véritable démocratie de l'entreprise ou démocratie du management à mettre au point, qui est à inventer. Ça n'a rien à voir avec les syndicats, ça n'a rien à voir avec les réglementations, avec le droit du travail tel qu'aujourd'hui il se pratique. Il s'agit profondément d'être à l'écoute des gens, de tirer avec eux l'expérience de ce qu'ils ont vécu depuis un an et d'essayer de co-construire le plus possible avec le maximum de gens l'avenir de demain, l'organisation de demain, la stratégie de demain de l'entreprise. C'est un travail pointu, c'est un travail laborieux, c'est un travail patient, c'est un travail méthodique. Et c'est un travail pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut faire des tests, il faut lancer des choses, il faut savoir revenir en arrière si ça ne marche pas, il faut les corriger. Mais je pense que cette méthode-là,
c'est la méthode du succès pour les entreprises qui les mettront en œuvre. L'agilité, en résumé, aussi, dans les organisations. Absolument. Excellent. Un grand merci, Paul-Marie, pour ces échanges, ce retour d'expérience qui est le vôtre, hein, encore une fois, d'un parcours riche en tant que dirigeant d'entreprise. On va passer maintenant aux questions des participants donc, à cette conférence en ligne. Je tiens à souligner que quand l'invitation est partie, il y a eu un vrai engouement autour du thème et de votre intervention, puisque on a même reçu des questions en amont de l'intervention, donc pour montrer à quel point ce sujet de la raison d'être et de l'organisation je dirais, du travail dans les entreprises est un sujet qui interroge encore beaucoup aujourd'hui. Alors, on va démarrer par une question de Frédéric Delattre qui donc, remercie déjà pour l'exposé remarquable et qui pose la question: est-ce que l'entreprise a un rôle moral par raison d'être ou par contrainte régalienne de l'État? Alors, heureusement pour l'instant, l'État n'a pas obligé les entreprises à proclamer une raison d'être. C'est un choix qu'il propose. La loi qui a défini, disons, les questions d'entreprise à mission, qui a donné un corps juridique à ce qu'est l'entreprise à mission, qui a introduit la notion de raison d'être comme un élément de la vie des entreprises, n'en a pas fait une obligation. C'est une option qui est aujourd'hui proposée aux entreprises, et j'espère que ça restera une option, mais ça ne restera une option et ça ne sera pas une obligation que si les entreprises elles-mêmes se mettent en route. Si elles ne se mettent pas en route, la pression de l'opinion publique fera que les États réglementeront plus, et plus ils réglementeront, plus les entreprises seront contraintes. Et donc, j'invite personnellement, modestement, de là où je suis, mais j'invite les entreprises à se mettre en route elles-mêmes pour échapper aux griffes des États, c'est-à-dire à une tendance à vouloir tout réglementer et finalement à tout étouffer. Et Patrick Boudou pose également la question: la raison d'être est-elle en fait l'ensemble des valeurs d'une entreprise ou ça peut être encore autre chose? Ah non, c'est beaucoup plus que des valeurs, c'est quelque part la prise en compte dans la définition de ces produits et de ces services et la manière de les opérer et la manière de les vendre à ses clients, la prise en compte de tous les grands sujets qui sont ceux du monde d'aujourd'hui. Alors, vu, bien sûr, vu par l'entreprise du point de vue où elle est. Bon, aucune entreprise n'a pour mission de résoudre à elle seule tous les problèmes de la planète, mais elle a pour mission d'y contribuer et de démontrer qu'elle y contribue. Mais quelque part, c'est beaucoup plus que des valeurs, ce n'est pas une posture simplement, ou une volonté, c'est quelque part un programme, voilà, qu'il faut élaborer et qui traduit dans la réalité la plus concrète de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle fabrique et ce qu'elle opère tous les jours, la contribution qu'elle veut apporter à la résolution des grands problèmes du monde. Une question également de Philippe Prunier qui pose la question en fait de la posture quelque part du dirigeant. Est-ce que l'entreprise avec les dirigeants notamment d'hier, les dirigeants actuels des grandes entreprises sont-ils solubles dans les compétences et postures nécessaires au XXIe siècle? C'est une belle question, mais ça, seul l'avenir le dira. Et on voit bien qu'il y a des mouvements, hein, il y a des mouvements très puissants, en particulier aux États-Unis, un certain nombre de fonds de pension qui sont ceux qui financent l'essentiel du capital des entreprises, hein, à travers les investissements qu'ils font en bourse ou les fonds d'investissement qu'ils créent, qui financent des startups. Ces fonds d'investissement sont en train de faire pression sur les entreprises, qu'elles soient financières, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient de services, pour qu'elles intègrent progressivement dans leurs objectifs on va dire, la raison d'être au sens où je l'ai défini.
Et donc, petit à petit, est en train de se créer au niveau des actionnaires des comportements qui vont pousser les entreprises à aller dans ce sens-là. Alors, bien évidemment, encore une fois, il faut que ce soit fait avec beaucoup de profondeur. Si c'est uniquement une proclamation de choses qui finalement, qui n'impactent pas véritablement la marche de l'entreprise, la définition de ses produits et de ses moyens de les opérer, etc., ça n'ira pas très très loin. Donc, je pense qu'à l'avenir, il y aura fondamentalement deux catégories de dirigeants qui vont apparaître. La première catégorie sera celle des dirigeants qui font un peu semblant. Alors, ils font mouvement dans ce sens-là, mais ils n'y croient pas trop et ils essayent de faire un peu du raison d'être washing. Puis il y a ceux qui en feront le cœur de la stratégie et du projet de leur entreprise. Je pense que c'est cette catégorie-là qui doit émerger. En tout cas, je l'espère. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Paul-Marie. Alors, il y a eu quelques réactions autour de l'exemple Danone. Je vais essayer de résumer un petit peu, je dirais, sous l'angle d'une question. Je dirais, il y a un angle dans finalement, ce qui s'est passé du côté de Danone et l'éviction d'Emmanuel Faber, c'est l'angle managérial en lien avec la raison d'être. Est-ce que finalement, quelle en est la réelle valeur auprès des parties prenantes, donc on imagine notamment le client final. Et l'autre aspect, c'est on est aussi dans un monde quelque part économique de rendement. Et est-ce que finalement, la raison d'être peut être compatible avec, encore une fois, cette logique de rendement économique? Il y a une chose auquel les entreprises n'échappent pas, c'est la performance. Moi, je préfère le mot performance au mot rendement, parce que le mot rendement, vous savez, il faut faire des profits, ne serait-ce que parce que l'entreprise en a besoin pour investir, pour inventer, pour innover, pour rémunérer aussi le capital qu'elle utilise, parce que sans capital, l'entreprise ne fait rien. Et donc, quelque part, et quand vous prenez la plupart des entreprises, mis à part peut-être les GAFA et quelques entreprises comme ça, mais qui se comptent sur les doigts d'une main dans le monde, la plupart des entreprises, à la fin des fins, ne gagnent pas énormément d'argent. Elles dépensent beaucoup de sueur pour en gagner un peu. Et donc, la question n'est... Par contre, elles doivent être performantes, parce que si elles ne le sont pas, ça se termine rapidement par le dépôt de bilan, si vous voulez, et la disparition de l'entreprise. Donc, quelque part, la notion de raison d'être ne peut en aucun cas, et c'est heureux, dispenser l'entreprise d'être performante. Simplement, elle doit être performante en étant saine. Si je prends l'exemple du sport, si vous voulez, c'est être performant sans se droguer. Voilà, c'est faire du vélo, si vous voulez, sans injecter des tas de substances qui viennent vous gonfler les muscles. C'est revenir à un vélo qui est sain, si vous voulez. C'est la même chose pour les entreprises. Elles doivent être performantes parce qu'elles sont en concurrence les unes avec les autres, mais elles doivent exercer leur métier dans des conditions qui sont favorables aux intérêts vitaux de la planète et du monde. Voilà. Mais ça ne les dispense pas d'être performantes. Alors, toute espèce d'attitude d'une entreprise qui pourrait ou qui voudrait ou proclamer, disons, l'intérêt de sa raison d'être pour excuser ces mauvaises performances n'a aucun avenir. L'entreprise et ses dirigeants seront sanctionnés par les actionnaires extrêmement rapidement. Et c'est normal. Très clair, merci beaucoup. Une question également de Philippe. Le bien-être attendu dans l'entreprise, naturellement, n'est-il pas le résultat de décennies d'un modèle managérial dépassé? Bien sûr, moi j'aime cette question. C'est clair que le modèle managérial dominant depuis des décennies, c'est un modèle totalement top-down. Hein, et la plupart des grandes décisions sont prises par un tout petit nombre de gens qui, en général, quand même, ne font pas n'importe quoi, essayent de s'éclairer, font des enquêtes, aussi bien dans le personnel, etc. Mais
on ne vit pas dans un mode profondément collaboratif. On est à l'écoute un peu permanente les uns des autres, où on accepte les critiques, on corrige, etc. Bon. L'entreprise, elle est silotée, elle est structurée autour de grands silos qui sont en général réfugiés dans les quartiers généraux des entreprises et qui décident un peu de tout, de tous les process et aussi des process RH qui sont parfois très, très contraignants pour les gens. Et ce modèle-là, à mon avis, est totalement condamné dans ce qui est en train de se dessiner et qui est lié précisément à la perméabilité de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et donc, si une entreprise veut garder son personnel, si elle veut garder les meilleurs, si elle veut attirer les meilleurs, elle a intérêt profondément à bouger vite culturellement et à s'adapter aux exigences modernes qui sont tout simplement, les gens ont envie d'être écoutés, ils ont envie qu'on prenne en compte leurs aspirations et ils sont prêts à faire des compromis, eux aussi, mais le modèle top-down, à mon avis, est totalement condamné dans le monde de demain. Excellent. Une question également, c'est comment justement assurer la formation, l'intégration des nouveaux collaborateurs en cette période chahutée où le télétravail est de mise. Et question également aussi sur justement la créativité qu'on recherche dans nos collaborateurs avec cette contrainte quelque part du télétravail. Ça, la question de la créativité, la question aujourd'hui de la sélection des nouveaux collaborateurs, de leur intégration, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la nouvelle culture d'entreprise. C'est-à-dire que, quelque part, on est ramené à aller chercher l'essence des choses, puisqu'il n'y a plus le lieu dans lequel se structurent les choses, je dirais un peu par la force des choses. Il faut donner corps à ce qu'est la culture de l'entreprise. Il faut lui trouver des rites nouveaux, il faut l'entretenir par des manifestations, par des événements qui sont à inventer, puisque justement le lieu dans lequel il s'inventait au jour le jour de manière assez naturelle n'existe plus. Et donc c'est un travail de fond qui est à mener, à la fois intellectuel pour comprendre ce qu'est la culture de l'entreprise, pour comprendre celle que l'on veut promouvoir demain, et pour trouver les voies de passage qui vont passer de l'une à l'autre, et pour l'implémenter intelligemment dans la vie de l'entreprise et dans la vie des personnes, mais c'est un travail absolument colossal, passionnant, et là encore, les entreprises qui sauront le faire auront une avance considérable par rapport aux autres, et les autres risquent, celles qui ne le feront pas, se désagrégeront, parce qu'une culture d'entreprise qui n'est pas entretenue, elle disparaît, et avec la disparition du lieu, disparaîtra très vite tout le reste, si on ne trouve pas justement la nouvelle culture de substitution. Paul-Marie Chavannes, un grand merci en tout cas d'avoir répondu à l'ensemble des questions. Alors, pour des contraintes de temps, effectivement, comme on a démarré un petit peu en retard, on souhaitait quand même respecter les délais. Donc vraiment un grand merci parce que les retours, en tout cas, on les a vus, étaient vraiment exceptionnels et très positifs au travers des messages qui ont été les vôtres. Je pense que je réinsiste, mais le sujet est vraiment au cœur de l'actualité, interroge encore énormément aujourd'hui. J'espère qu'on verra des initiatives aussi qui iront dans le sens, encore une fois, d'organisation pérenne dans justement ce mode de gouvernance pour nos collaborateurs. Je rebondis sur le fait que le 8 juin prochain, on organisera également une conférence en ligne avec donc un dirigeant qui s'appelle Sylvain Brozard, qui est le président fondateur d'une ESN. Nord6 et Sylvain interviendra notamment sur le modèle de la perma-entreprise. Donc, il s'est inspiré notamment de la permaculture pour l'adapter au monde de l'entreprise. Alors, ce n'est pas de la permaculture dans l'entreprise, mais d'un point de vue mode de management, d'organisation et de gouvernance.
Voilà. Donc, Paul-Marie, encore une fois, un grand merci. Je pense que si on était en présentiel, on aurait énormément d'applaudissements, naturellement. Donc, voilà. Mais l'objectif sera effectivement, en tout cas on l'espère, de retrouver aussi ces liens sociaux au travers de ces événements et je l'espère à nouveau construire quelque chose ensemble autour de ces problématiques de gouvernance, de management dans les organisations et en présentiel avec un grand plaisir en tout cas. Anthony, c'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion. J'ai été ravi d'y travailler pour vous et pour l'ensemble de ceux qui ont écouté. Un grand merci Paul-Marie, un grand merci également à nos équipes chez Adéquancy qui ont permis à ce dispositif d'être en place. Donc, je pense à Justine Agathe du côté du marketing et également à Amandine Hainaut qui nous a beaucoup accompagnés dans la préparation du webinaire. Voilà, un grand merci. Je vous souhaite une excellente journée. Paul-Marie, encore un grand merci à vous et on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir à tous.